Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler gestion de la couleur dans la visionneuse de Capture One. Comment afficher correctement les couleurs et surtout quels sont les outils qui sont mis à notre disposition pour garantir le respect de ces couleurs lors de la diffusion de nos images et de l'impression d'un tirage photo chez un partenaire. Et bien pour savoir comment la visionneuse travaille, il faut se rendre dans la rubrique affichage, profil d'épreuve et voir que Capture One permet de gérer de plusieurs manières l'affichage dans la visionneuse. Vous voyez que par défaut ici, la visionneuse travaille en Adobe RGB, c'est-à-dire que toutes les images qui vont s'afficher dans la visionneuse, toutes les couleurs de ces images vont être ramenées dans l'espace Adobe RGB. Si j'ai envie de travailler dans un espace couleur différent, eh bien vous voyez que j'ai la possibilité ici en fait, de demander à la visionneuse d'afficher des paramètres de traitement, de travailler suivant les paramètres de traitement. Les paramètres de traitement, ce sont mes paramètres d'export qui sont ici. Je vais créer par exemple un nouveau paramètre d'export, un paramètre que je vais appeler noir et blanc. Ce paramètre que je crée, je vais lui mettre volontairement ici un profil d'export, donc je vais sur tout afficher pour afficher toute ma liste. Je vais lui mettre un profil d'export noir et blanc. Donc là, j'aimerais travailler toutes mes images en noir et blanc et donc qu'elles s'affichent directement en noir et blanc dans le bon espace colorimétrique. Je vais donc pour ça retourner dans l'affichage, aller dans Profil d'épreuve et cette fois lui demander de ne pas travailler avec l'espace de travail Adobe RGB, mais au contraire d'utiliser le profil de travail noir et blanc que j'ai déterminé ici pour afficher correctement mon image. Vous voyez ici maintenant que si je change de paramètre d'export, malgré ici un profil ICC sélectionné, l'aspect de la visionneuse est toujours exprimé en profil noir et blanc, tout simplement parce que je lui ai imposé. Il y a une autre manière de procéder, je retourne sur ce profil ici, eh bien c'est de demander justement au profil d'épreuve de travailler avec le paramètre de traitement sélectionné. Donc ça, très rapidement, ça va me permettre, en fait, tout simplement, lorsque je change de paramètre, eh bien, d'exprimer des profils différents en un clic. Vous voyez qu'ici, je bascule du sRGB à l'Adobe RGB ou au profil noir et blanc. Donc ça, c'est assez pratique. C'est assez pratique, sauf qu'il faut que tous vos paramètres soient bien réglés. Donc Capture One a mis finalement au point une solution beaucoup plus rapide qui s'appelle la simulation d'épreuve. La simulation d'épreuve, moi, c'est ce que je préfère, c'est-à-dire qu'en appuyant sur un bouton, on va pouvoir simuler notre export tel qu'il va s'afficher dans Photoshop. Cette icône, il faut la faire apparaître en appuyant sur CTRL-clic dans la barre des outils, personnaliser la barre d'outils, et vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de prendre le raccourci couleur d'épreuve. Couleur d'épreuve, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, tout simplement, ça va me permettre de définir une bonne fois pour toutes l'espace de travail, l'espace colorimétrique que je veux pour ma visionneuse. Je retourne dans l'affichage, moi je travaille toujours en Adobe RGB, et ça c'est imposé une bonne fois pour toutes. Par contre, dès que j'ai envie de simuler un noir et blanc, par exemple, eh bien je vais ici cliquer sur le noir et blanc, cliquer sur l'épreuve, et vous voyez qu'en mode épreuve, il va me simuler cette image en noir et blanc. Ce qui est assez pratique dans le profil d'épreuve, c'est qu'il est possible aussi il va simuler en fait exactement ce que va rendre notre export. Regardez ici, si je crée un nouveau programme, un nouveau paramètre d'export, que je vais appeler noir et blanc, mais noir et blanc basse définition. Eh bien, si je définis maintenant ce paramètre comme étant un paramètre JPEG de qualité 50 dans un profil de travail, un profil d'export noir et blanc. Je reviens ici sur mon profil noir et blanc. Je peux aussi lui demander d'exporter ici mon image à 10% de sa taille. Et puis, je vais lui demander aussi bien, de respecter le cadrage. Ça, on est bon. Vous voyez que lorsque j'ai terminé mon travail, je vais pouvoir demander à Capture One de simuler ce que ça va donner dans Photoshop. Quand j'appuie sur épreuve, vous voyez qu'ici, voilà exactement le fichier tel qu'il va s'afficher dans Photoshop. Si au lieu de 10% ici, je tape 5%, eh bien vous voyez qu'au bout d'un moment, la taille va être affichée et donc je vais avoir un aspect, vraiment ça c'est une projection JPEG de ce que va donner mon export.
Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'aurai activé mon épreuve, non seulement j'ai une simulation colorimétrique de ce que ça va donner dans Photoshop, mais en plus une simulation visuelle. C'est-à-dire que là, comme cette photo, je vais l'exporter en basse définition, à 5% de sa taille. On va mettre ici, on peut d'ailleurs choisir une dimension différente, par exemple de 1000 dimensions, une largeur maximum de 1000 pixels. Voilà. 1000 pixels, allez, on va mettre 1500. Eh bien, si j'ai envie de rajouter de l'accentuation, grâce à ce profil d'épreuve, Capture One va être en mesure de me le simuler. Vous voyez ici, netteté, gain de netteté en sortie pour écran. Là, je vais avoir un aperçu de ce que va donner mon export dans Photoshop. Hop. Et tout simplement en cliquant ici sur ce profil. Donc je vais pouvoir créer en fait dans mes pré-réglages d'export plein de profils différents que je vais pouvoir activer au fur et à mesure. Ici, j'en crée un nouveau paramètre qui va être un paramètre d'impression en CMJN. Je coche cette fois, on est d'accord, un profil ici, tout affiché, CMJN. J'ai pas beaucoup de profils CMJN sur cette machine, je vais prendre un côté de Fogra 39. Et je vais pouvoir simuler, voir s'il y a une perte d'information au moment de l'impression en CMJN. Et vous voyez qu'effectivement, ce tirage a été proposé, a été travaillé pour un tirage photo sur un papier brillant, donc avec des noirs très profonds. Par contre, si je fais une simulation en CMJN, on voit que mes noirs sont beaucoup trop profonds pour être imprimés en offset. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toute cette zone-là va être décolorée, les noirs vont être grisés en quelque sorte. Comment, au passage, est-ce que je peux travailler ça? Eh bien, tout simplement grâce à l'épreuve, avant d'envoyer mon tirage, je vais pouvoir aller dans mes ajustements. Dessiner un masque, non, plutôt je vais sélectionner les valeurs sombres grâce à mes masques ici. Je crée un nouveau masque. Alors, attendez, ici, on y retourne, calque et masquage, j'y suis, image, masque, créer un calque rempli. Je le transforme en plage Luma. Je sélectionne uniquement mes valeurs sombres, que j'affiche ici, en faisant afficher le masque. Voilà, je vais faire une bonne sélection, elle s'affiche en vert. Donc moi, c'est que les valeurs sombres que je veux retravailler, par exemple toutes ces valeurs qui sont là, vous voyez. Voilà, je mets un rayon un peu mou, j'applique. Eh bien, toutes ces zones, je ne peux pas leur redonner plus de noir. Par contre, je peux peut-être les contraster un petit peu plus, ce qui va me permettre en fait de faire le même travail, de faire croire que ces valeurs sont sombres, alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez qu'ici, en jouant tout simplement sur la luminosité, je vais pouvoir regagner un petit peu en luminosité ici, regagner en densité. Je ne rajoute pas du noir, je baisse les valeurs intermédiaires. Donc ça, c'est assez pratique, parce que ça va me permettre de redynamiser un petit peu mon fichier. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très pratique grâce au format d'épreuve. On est d'accord? Donc je désactive ce calque, que je vais appeler d'ailleurs mon calque de correction CMJN. Je le garde sur mon fichier, et moi je rebascule sur ce que j'étais en train de vous dire, à savoir qu'avec le profil différent, je vais pouvoir, vous voyez, simuler ce que va donner mon image dans Photoshop. Une petite... on va faire un exemple. Cette image en noir et blanc, on va la comparer avec notre Photoshop, en allant ici, en lui demandant d'ouvrir avec Adobe Photoshop. Je développe mon image en basse définition. Le dossier de traitement, je vais le mettre sur le bureau. Alors, sur le bureau, ici, toc, choisir dossier, c'est parti. On reviendra là-dessus. Vous voyez que là, quand j'ouvre Photoshop, tout de suite, je me rends compte que les profils ne sont pas les mêmes. Les profils de travail dans Photoshop et dans Capture One ne sont pas les mêmes. Ça, il faut les régler aussi. Donc, pour l'instant, je laisse le profil incorporé tel qu'il est. Par contre, la première chose que je fais, c'est d'aller configurer mon Photoshop de la même manière que mon Capture One. Où est-ce que ça se passe? Dans le dossier image, édition, couleur. Et là, il faut effectivement que je sois absolument cohérent. Je dois être cohérent entre Capture One d'un côté et Phase One de l'autre, et Photoshop de l'autre. Je suis bien sur les profils RVB en Adobe RGB, en Fogra 39, ici, parfait pour le côté de Fogra. Par contre, en niveau de gris, je dois avoir le même profil que sur mon image, profil générique gris image de 2.
Voilà, sinon, c'est pas cohérent. Et quand on compare nos deux images, eh ben, vous voyez qu'entre Photoshop et Capture One, on a exactement le même rendu. C'est ça qui va être intéressant dans ce travail, c'est qu'on a exactement le même aperçu. Vous devez avoir la même chose dans un profil et dans l'autre. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez un problème, hein, d'accord ? Donc on vérifie bien toutes ces choses-là. On voit qu'une autre notion va rentrer en compte. Je retourne dans mon Photoshop. Dans les paramètres de couleur, c'est les options de conversion. Option de conversion, c'est-à-dire que lorsque mon image, qui est au format RAW dans Capture One, est envoyée dans la visionneuse, il y a un moment où toutes les couleurs qui sont hors profil, il va falloir les gérer d'une certaine manière. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. On va le voir tout de suite. Ces options, ça s'appelle la conversion. C'est-à-dire que pour chaque profil, eh bien, il faut que le profil, ça va être en quelque sorte le dictionnaire. Et il y a un moment, l'opérateur, le traducteur, si vous prenez Paul ou Gunther, eh bien, vous n'aurez pas la même traduction de votre texte. Il y a le dictionnaire d'un côté et le traducteur de l'autre. On va faire une petite démonstration toujours dans Photoshop. Je retourne sur Photoshop, je crée un nouveau fichier. Voilà, je crée un nouveau fichier Photoshop. Personnalisé 8000 par 5000, créé, parfait. Et dedans, je me mets en plein écran, et je vais créer à l'intérieur un dégradé. Ce dégradé, maintenant, je vais le convertir en CMJN. Vous êtes d'accord que là, il va se passer plein de choses, puisqu'il y a plein de couleurs qui sont hors profil. On se refait un petit point sur les profils. Enfin, on va le faire après. Regardez, ici, si je convertis maintenant mon image en CMJN, convertir en profil CMJN côté de faux gras, avec un aperçu, vous voyez que mes couleurs, elles changent. Ici, par défaut, je suis en colorimétrie relative. Je désactive la compensation du point noir et je fais une simulation. Vous voyez le avant et le après. Vous voyez que mes dégradés sont fortement impactés. Pourquoi ? Parce que des couleurs très saturées n'existant pas dans le profil CMJN, eh bien ces couleurs, elles sont dites non imprimables et elles sont ramenées dans le profil CMJN, elles n'existent pas, donc elles disparaissent de mon fichier. Vous voyez ici la différence. Je touche très peu au noir, par contre les couleurs très saturées, elles sont modifiées. Au contraire, si j'utilise maintenant un autre traducteur qui est le mode perception, vous voyez que là, il y a beaucoup plus d'images, il y a beaucoup plus de couleurs qui sont modifiées. Par contre, ces couleurs, elles ressemblent un petit peu plus, l'aspect de mon fichier est plus cohérent avec ce que j'avais tout à l'heure. Vous voyez que la différence est moindre ici en perception qu'en colorimétrie relative. Eh bien ça va être tout l'enjeu de nos exports de photos dans Photoshop et quand on va imprimer des images. En fait, on se rend compte que quand on convertit par exemple pour une image une retouche à un client, allons maintenant voir concrètement la traduction de ça dans les profils colorimétriques. Je lance un utilitaire, je tourne sur mon Finder et je lance un utilitaire ColorSync qui va me permettre ici de parler des profils. J'affiche ici le profil Adobe RGB. On reconnaît la roue colorimétrique en fonction de l'angle qu'on prend, l'angle de rotation entre 0, 90 et 180 degrés. En fonction de l'angle, on détermine les teintes. La teinte des jaunes, des rouges, des magentas, des cyans, des verts. Vous voyez que lorsque je passe par le centre, j'ai la couleur complémentaire. La couleur complémentaire du rouge, de la teinte rouge, c'est le cyan. Okay ? Lorsque je suis au centre, eh bien, j'ai une saturation qui est à 0. Lorsque je m'éloigne vers l'extérieur de ma roue chromatique, j'ai une saturation qui augmente. On voit donc que le profil Adobe RGB est en mesure de traiter, par exemple, des couleurs rouges intenses. Par contre, il n'est pas très bon, il a moins de souplesse pour exprimer des ciels un peu cyans. Cyan saturé, les couleurs n'existent pas dans le profil. Un gilet jaune, par exemple, ça se trouve ici. Une carrosserie de Ferrari en pleine lumière, ça se trouve par ici. Ces couleurs, elles ne sont pas reproductibles dans l'espace Adobe RGB. Mais l'espace Adobe RGB est classé et très souvent utilisé par les photographes parce qu'il est quand même très souple. Et vous voyez que pour les photos de paysage, c'est parfait
par exemple, avec le vert, on a une très grande latitude dans les verts et dans le rouge aussi, ce qui nous permet de faire des portraits du paysage. Donc c'est le profil généralement qui est utilisé par les photographes. Si je compare au profil sRGB, qu'est-ce qui change? Eh bien, le profil sRGB, il est beaucoup plus restreint. Restreint, ça veut dire qu'il est en capacité d'afficher moins de dégradés dans les couleurs. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça va changer que, par exemple, si j'ai travaillé une très belle image de ciel avec des nuances, beaucoup de dégradés dans mes ciels bleus, etc., eh bien, lorsque je vais les convertir en sRGB, si je ne fais pas attention, toutes les couleurs qui sont non imprimables vont être ramenées brutalement dans mon espace colorimétrique, et donc ça va créer des cassures. Tout simplement parce que les dégradés étant moins larges, étant moins fins, eh bien je vais avoir des bandes de saturation différentes qui vont apparaître. Je pousse un petit peu plus loin encore cette notion en vous donnant aussi une autre information qui est importante, c'est la luminosité. Ce profil, ici vous avez 2 axes, il y a un 3e axe qui existe qui permet de parler de la luminosité. Vous voyez que la luminosité, effectivement, eh bien, le profil Adobe RGB reste plus large aussi en fonction de la luminosité. Pour des luminosités élevées dans les verts ou dans les bleus, il va être capable de traduire des dégradés très fins, alors qu'en sRGB, ça va être un petit peu plus difficile à faire. Et ça va devenir vraiment compliqué si je passe sur un profil CMJN générique, où vous voyez que là, j'ai vraiment une patate qui est toute petite et qui va avoir beaucoup de difficultés justement à traduire des dégradés qui vont être subtils. La problématique qu'on va avoir, c'est comment, justement, lorsqu'on passe d'un profil Adobe RGB à un sRGB ou un CMJN, comment ça va être traduit? Eh bien, ce que je vous montrais tout à l'heure dans Photoshop, cette notion de transformation, attendez, je vais y arriver, de conversion en mode perceptif ou relatif, colorimétrie relative ou perceptif, eh bien c'est ça qui va changer. Qu'est-ce qui se passe? Toutes mes couleurs qui sont en dehors de l'espace Adobe RGB, en colorimétrie relative, toutes les valeurs qui sont en dehors, ici, du champ, eh bien elles vont être rétrécies, le dégradé qui est en dehors va être réduit et ramené dans l'espace. En colorimétrie relative, on touche très peu aux valeurs qui sont ici, c'est que les valeurs extrêmes qui vont être retravaillées. Donc là, vous voyez, entre l'Adobe RGB et le sRGB, la seule différence qu'il va y avoir, c'est sur les couleurs qui sont très saturées. Au contraire, si on est en perceptif, eh bien là, c'est en fait, plutôt que de créer tout d'un coup toute une valeur, de désaturer toute une zone de valeur, eh bien en perceptif, c'est tout cet axe qui va se contraindre pour être ramené, on réduit en fait l'ensemble du dégradé. C'est-à-dire qu'en mode perceptif, on modifie toutes les couleurs. Toutes les couleurs vont être déplacées, modifiées, pour en fait conserver le rendu, la perception du rendu, alors qu'en mode relatif, eh bien c'est uniquement les couleurs extrêmes qui vont être utilisées. Donc, nous, en tant que retoucheurs, par exemple, si on a certaines valeurs extrêmes sur une image, eh bien on va convertir nos images en CMJN en mode colorimétrie relative. Comme ça, il n'y a que, par exemple, certaines typos, certains logos qui vont être affectés, et tout le reste des couleurs va être conservé. Au contraire, lorsqu'on est photographe, eh bien et qu'on a l'intention de faire une impression, eh bien on ne va pas désaturer tous nos ciels. Non, ça changerait trop l'aspect de notre image. On va au contraire utiliser le mode perceptif qui va comme ça changer toutes les couleurs, mais avec beaucoup plus de nuances. Et c'est ce qu'on va faire maintenant en regardant, on retourne dans Photoshop. Ici, dans mes modes couleurs, dans Photoshop, il faudra toujours faire attention à ça. Si vous êtes photographe, je vous invite très fortement à travailler en perception. Si vous êtes retoucheur, restez en colorimétrie relative. Les deux autres modes ne sont pas intéressants pour nous. Vous pourrez jouer aussi sur la compensation du point noir, ce qui sera utile si vous avez des images qui sont très riches en noir profond. Ça pourrait être utilisé. Comment c'est géré maintenant dans Capture One? On a aussi ce mode dans Capture One. Vous voyez ici, je retourne dans mes préférences. Réglage préférences. Réglage. Et vous voyez qu'ici, je suis bien en intention de rendu perceptif
Ok, dernier point important qui va être simulable toujours dans Capture One, c'est le résultat d'un papier. Vous savez que les papiers ont eux aussi un profil. On parle de profil, hein, mais ce profil, eh bien, on va pouvoir le charger dans Capture One et simuler l'impression. Cette image, je l'ai imprimée de deux manières. Je l'ai imprimée, moi, sur deux papiers différents, chez Picto. On va aller chercher ces papiers. Je file sur le site de Picto, pictoonline.fr. Alors, j'ai d'un côté lancé une impression rigide, impression sur Dibond. Et l'impression sur Dibond, vous voyez qu'ici, on a la possibilité de télécharger le profil ICC. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que ce profil, télécharger le profil ICC, qui va aller dans mes... J'ai peut-être besoin de relancer Capture One pour l'activer. Je quitte Capture One. J'ai un doute, hein, je ne sais pas, mais on va essayer, on verra bien. On ne perd pas de temps comme ça. Hop, j'enlève mes calques de réglage. Voilà, ça c'est mon image telle que je voulais la voir. Et je vais maintenant donc créer un nouveau profil d'exportation pour le Picto Online. C'est un nouveau paramètre. Picto. Impression directe sur Dibond. Ce sera donc, moi je vais exporter un JPEG. Encore une fois, la compression de Capture One est très faible, hein, donc vous pouvez, voilà, et même à 50 pour un tirage, ça va donner de très bons résultats. On pourra le vérifier, vous vous souvenez, en activant l'épreuve. Hein. Je vous le montre tout de suite. Attendez, 50 ici, je suis bien, je double-clique. Alors ça, c'est un tirage argentique. Vous voyez qu'ici, lorsque j'active mon épreuve, avant, après, honnêtement, il n'y a aucune différence avec le taux de compression. Si je descends à 0 en compression, en activant l'épreuve, honnêtement, moi, je ne vois pas de différence. La compression est tellement faible que je ne la vois pas. Par contre, je me rends compte que là, mon tirage, lui, il manque un petit peu de netteté. Je vais rajouter ici du grain de netteté. J'augmente. Alors, je vais prendre une zone où justement, ici, je sais que j'ai un texte. Voilà, vous voyez qu'ici, je vais augmenter un petit peu. Donc ça, je le vois sur mon écran. Et par contre, je mets du seuil, hein, parce que j'ai beaucoup de grains, donc pour que ça aille pas trop loin. Donc là, en cliquant sur épreuve, vous voyez que je regagne en netteté pour mon tirage. Et ce qui est intéressant, c'est que si je rebascule sur l'autre profil, la netteté n'est pas appliquée. Hein. Donc là, c'est vraiment là qu'on voit que Capture One est un programme puissant. C'est-à-dire que mon réglage Picto Dibond direct que je règle une bonne fois pour toutes, à chaque fois que j'exporterai des images vers Picto, il rajoutera toujours un petit peu de netteté. Donc, cette image, je coupe mon épreuve et je vais maintenant choisir le profil du papier de Picto. Alors, je ne trouve pas mon profil parce que le profil, il faut quand même le sortir du dossier de téléchargement. Hein, d'accord ? Ce profil, Mashpom. On va aller donc se ranger. Tous les profils se rangent au même endroit. Hein. J'appuie sur la touche Alt pour faire apparaître ma bibliothèque, d'accord ? Sinon, moi, elle n'apparaît pas. J'appuie sur la touche Bibliothèque. Je vais présenter par colonne, afficher les color sync. Voilà. Et dans mes profils color sync, voyez ici, je vais mettre quelques profils que j'ai créés. Je rajoute mon profil Picto, j'ai son nom. Hein. Picto SDKU Dibond. Je retourne dans Capture One. Alors, est-ce que le profil est chargé directement ou est-ce qu'il faut relancer ? Je vais aller à la lettre P. Il faut relancer Capture One pour que le profil soit pris en compte. Voilà, je retourne ici. Profil Capture One, tout affiché. Je reclique. Je vais chercher à la lettre P, normalement. Picto, voilà. Vous voyez, j'ai mon profil Picto qui est affiché. Alors, ce profil Picto, est-ce qu'il a un impact ? Est-ce qu'il est en mesure de traduire toutes les couleurs, toutes les densités de mon tirage ? Eh bien, pour le savoir, j'active l'épreuve ici. Aïe, 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 aïe. D'accord ? Donc, on voit qu'en fait, le profil Picto, l'impression sur Dibond, en fait, va avoir vachement de mal à sortir des noirs. Donc là, il va falloir envisager ça, parce que si vous lancez le tirage tel que, eh bien, vous allez avoir des problèmes au niveau de l'impression. Donc là, on n'hésite pas, vous êtes d'accord, hein ? On retourne dans nos... alors attendez, calque 2. Ouais. On retourne ici sur notre tirage, et là, on va avoir tendance, il va falloir le retravailler un petit peu en densité, un petit peu en contraste.
et puis on va remettre un petit peu de saturation pour le faire un petit peu claquer. Ok, sinon on va avoir une grande différence. Donc voilà le process qu'il va falloir faire pour imprimer correctement vos images. Là, vous voyez, on va sortir ce tirage et on va comparer par exemple à un pigmentaire sous verre. Un tirage pigmentaire sous verre, c'est un tirage qui est au format Adobe RGB, peu de choses près. On s'est imprimé sur une P2000, je retourne sur le site de Picto. Alors, tirage photo argentique sur lambda, c'est de l'argentique sur lambda. Argentique sur lambda. RC satiné, donc moi ça va être du brillant. Ce brillant, je prends le profil, lambda couleur RC. Je vais ici. J'ai refermé ma fenêtre. C'est dans les utilitaires, on a dit qu'il fallait aller. J'appuie sur la touche Alt dans Bibliothèque. Bibliothèque, Color Sync. Color Sync. Dans les profils, je charge le papier lambda. Le lambda, c'est un tirage argentique classique. C'est une pointe laser qui vient imprimer, qui vient exposer, solariser le papier. Et ensuite, c'est développé dans des bains. Ça, c'est un très beau papier. Et on va voir qu'on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques sur le lambda. Je quitte mon Capture One Pro pour le relancer pour que le profil soit pris en compte. Et je crée maintenant un nouveau profil d'exportation. Nouveau paramètre. Picto lambda. Je désactive ma couleur d'épreuve. Ce sera bien du JPEG, toujours compression 50 en 100%. Par contre, ici, on va bien chercher le profil Picto lambda. Lambda couleur. OK. Ça, c'est bon. Et lorsque j'active ma lunette, voilà. Il y a un léger changement dans les noirs. Dans cette zone-là, on voit qu'il y a un léger changement. Et vous voyez que ça n'a rien à voir par rapport au dibond de tout à l'heure. Ok ? Donc ça, c'est typiquement l'outil dans Capture One qui va vous permettre de voir la qualité d'un papier et surtout de compenser les défauts du papier d'une certaine manière en retravaillant le fichier avant de l'envoyer chez votre imprimeur. Bien évidemment, lorsqu'on imprime sur un dibond, on n'a pas les mêmes envies que lorsqu'on imprime sur du lambda. Le dibond, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être exposé en extérieur, il va être touché par les rayons lumineux, il va être fortement éclairé. Donc même s'il paraît désaturé ou un peu terne sur l'écran, en extérieur, l'impression va quand même être satisfaisante. Okay ? Par contre, si vous êtes en galerie, si vous avez envie de, dans un espace plus contrôlé, avec des lumières contrôlées, le Picto lambda va vraiment être sublime en termes de résultats. Mais encore une fois, ça c'est vous, l'artiste, qui allez choisir. Si vous faites de l'impression noir et blanc, ça sert à rien, évidemment. Enfin, ça sert à rien. Si vous voulez des noirs profonds, etc., n'allez pas imprimer sur des papiers texturés ou autres, des papiers mat. Vous n'aurez pas de noir profond puisque c'est pas présent dans le profil CMJN. D'accord ? Les profils ne sont pas en mesure, vous allez voir que les noirs profonds n'existent pas. Si vous voulez des noirs profonds, il faut du papier brillant. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À très vite, salut !